Je n'ai pas l'habitude d'être derrière ce pupitre d'ordinaire, mais pour finalement correspondre à ce qui m'avait été demandé par Georges, je m'y prête volontiers et ce n'est pas désagréable, finalement. On va peut-être utiliser cette forme de conférence plus régulièrement. Donc d'abord vous remercier à nouveau pour votre présence, et ce d'autant plus que les conférences sont assez rapprochées. En ce mois de novembre, nous en avons eu une la semaine dernière de Sylvain Lefebvre sur le tribunal, nous en avons eu une aujourd'hui de Georges Valindas sur la Cour, et nous en aurons une la semaine prochaine, si tout se passe bien, de Michèle Rivasi, qui est députée européenne Europe Écologie du Sud-Est, sur ses activités au Parlement européen. Donc un programme assez chargé, et votre présence est d'autant plus importante et méritante. Alors nous allons aborder aujourd'hui le deuxième volet d'une conférence finalement à deux voix que j'avais intitulée de la même manière la semaine dernière et cette semaine, que j'avais intitulée Dans les coulisses de la Cour de Luxembourg, avec d'abord une vue intérieure du tribunal pour ensuite aujourd'hui avoir la chance d'avoir un propos sur la Cour en tant que telle. Alors à la différence du tribunal, la Cour est une institution un peu mieux connue que le tribunal, d'abord parce que c'est la plus ancienne, c'est la juridiction historique, initiale, et qui, à côté de la Commission européenne, je dirais, forme les symboles du modèle supranational, du modèle d'intégration dans l'Union européenne. Elle se situe au sommet de l'organisation juridictionnelle, puisqu'elle traite en pourvoi des arrêts du tribunal, mais quoique mieux connue, une conférence sur la Cour de justice pourrait paraître ici à la faculté de droit devant un public d'étudiants de droit de l'Union européenne, de doctorants de droit de l'Union européenne, de collègues spécialistes de droit de l'Union européenne pourrait paraître inutile. La Cour de justice continue à faire parler d'elle, elle suscite des questions qui sont anciennes mais toujours actuelles, à la fois sur son mode de fonctionnement, mais aussi sur la portée de ses arrêts, et en particulier de ses arrêts les plus récents, et enfin, fondamentalement, sur sa nature. En 1963, je relisais une interrogation de l'avocat général Lagrange qui se demandait déjà à l'époque ce que c'était que cette cour. Une cour internationale, une cour fédérale, un juge administratif, un juge constitutionnel. Et il proposait d'y répondre, en disant probablement que la juridiction qu'est la Cour est une combinaison de tous ces caractères. Les interrogations donc, sur la nature, on le pressent dès 1963, dès 1952, ont surgi et finalement les débats restent entiers, avec un rapprochement très régulier entre la Cour et la juridiction et les juridictions constitutionnelles. Et effectivement, je pense que Georges va nous en parler, la Cour exerce des fonctions qui s'apparentent aux fonctions constitutionnelles. Alors ces interrogations sur sa nature, on en parlait encore tout à l'heure avec Georges, ces interrogations sur sa nature finalement emportent également des interrogations sur son rôle dans la formation du droit de l'Union en tant que telle, avec tous les débats sur son rôle créateur, normatif, sur ses doctrines quasi constituantes, même si plusieurs affaires témoignent de sa retenue, de son self-restraint, et peut-être de manière plus importante qu'on ne le dit parfois dans la doctrine. Donc je pense que tu auras l'occasion d'y revenir. Et de façon adjacente à cette question sur la nature de la Cour et donc sur son rôle dans la formation du droit de l'Union et de l'Union européenne, en creux se pose la question de la légitimité de ce rôle dans la formation de l'Union et de son droit, et avec toutes les questions adjacentes qui se posent, les modalités de désignation des juges, l'accès des personnes physiques et morales au prétoire, ou encore la motivation des arrêts. Toutes ces questions sont des questions qui participent à un débat général sur la légitimité du rôle de la juridiction. Je remercie donc Georges Valindas de venir répondre à toutes ces questions, des questions à la fois techniques sur le fonctionnement de la Cour, mais des questions aussi tout à fait théoriques sur la nature et le rôle de cette juridiction. Georges Valindas était étudiant sur les bancs de cette faculté, puis doctorant. Il est docteur en droit de notre université, de notre faculté.
Il a depuis rejoint la Cour de justice de l'Union européenne en tant que référendaire à la Cour. Je pense que ça sera aussi l'occasion pour lui, peut-être dans la phase de débat, de répondre à vos questions sur l'activité quotidienne des référendaires. Et puis, il a bien d'autres casquettes, puisqu'il est l'auteur de plusieurs ouvrages et articles. Et il préside le Moot Court, que nous connaissons bien ici pour l'avoir accueilli et pour y envoyer chaque année une équipe. Donc merci encore Georges pour ta présence. Nous allons fonctionner comme d'habitude, simplement un petit point de rappel. Georges va intervenir pendant une durée de 45 minutes. Ensuite, nous aurons une phase de discussion. Alors la période de 45 minutes sera filmée pour pouvoir la mettre en ligne et la diffuser plus largement. Et ensuite, nous aurons une période de débat qui, elle, ne sera pas filmée et qui permettra, bien évidemment, d'aborder d'autres questions que celles qui ont été traitées dans la phase de conférence. Je remercie Gaël Leroux, qui est doctorant au CERIC, en droit de l'Union européenne, et qui a accepté d'être, pour cette séance-là, le discutant officiel, mais ça ne doit pas vous exonérer de poser des questions. Voilà, merci encore à tous pour votre présence et merci à Georges pour la sienne. À ton tour. Un grand merci Estelle pour ces bons mots d'introduction. Je voulais tout d'abord évidemment remercier Estelle et Nathalie en tant que directrice d'avoir pris l'initiative de m'inviter ici à Aix. Je suis vraiment très attaché à cette fac. J'ai eu l'occasion de faire, comme Estelle l'a rappelé, toutes mes études finalement. Et c'est Aix qui a su me garder, puisqu'initialement en tant que grec, je comptais partir dans le monde anglophone pour la deuxième partie de mes études. Mais voilà, j'ai eu la chance de finalement faire ma thèse et commencer à enseigner ici à Aix avant de me retrouver à la Cour. Donc un grand merci, évidemment merci aux autres professeurs, maîtres de conférences et vous, les chercheurs et étudiants, de me faire l'honneur d'être là. Alors, le PowerPoint est un peu flou, je vous rassure, il est plutôt dynamique. C'est plutôt des images et des graphiques afin d'illustrer le propos et justement maintenir un propos dynamique et rythmé. Alors, je parlerai de ma vue de la Cour de l'intérieur. Comme j'ai eu l'occasion de dire à certains d'entre vous, la Cour en tant qu'institution est enseignée en deuxième année, de façon très plate et très structurelle. Le problème est que, et ce n'est pas une spécificité des diplômes francophones, c'est exactement la même chose dans les diplômes anglophones. Au niveau de la 4e et de la 5e année, malheureusement, les contraintes de temps d'un diplôme ne permettent pas de revenir sur ces connaissances basiques, sur la structure de la cour, afin de les mettre en perspective avec, disons, les nouvelles capacités intellectuelles des étudiants de 4e et 5e année, afin de comprendre en quoi la structure influence le fonctionnement et, évidemment, comme Estelle l'a souligné, finalement la jurisprudence, la façon dont la jurisprudence est fabriquée. Et justement, afin de mettre en perspective, commençons par un plan beaucoup plus large qu'on oublie souvent. 28 États membres, qu'est-ce que ça veut dire? 28 cultures juridiques différentes, 24 langues officielles, et évidemment, ça a une influence primordiale sur ce qu'on fait au quotidien dans toutes les institutions européennes, mais spécialement à la Cour de justice de l'Union européenne. Vous le savez peut-être, notre langue de travail est le français. Et la Cour est assez fière de maintenir le français en tant que langue de travail, alors que d'autres institutions ont quand même basculé en anglais à la suite de l'élargissement de 2004 notamment. Mais évidemment, c'était un mouvement qui avait commencé un peu avant. Le français, langue de travail, ce qui veut dire que l'ensemble des personnes qui travaillent à la Cour parlent et écrivent aussi en français. Pourquoi le français réussit à se maintenir? Et là encore, comme pour d'autres appréciations pendant cette conférence, ces, disons, analyses n'engagent que moi-même et pas l'institution pour laquelle je travaille. Je pense que la raison principale reste la tradition de droit administratif français, qui est quand même la caractéristique principale des procédures prévues par le droit de l'Union, pas uniquement au sein de la Cour.
ce qui fait que on respecte et le vocabulaire et la démarche imposée par l'école de droit française. Alors, autre caractéristique qu'on oublie souvent en ayant passé beaucoup de temps dans l'Union, 500 millions d'habitants, beaucoup plus qu'aux États-Unis. On l'oublie très souvent. Le chiffre tout seul n'est pas très parlant, sauf si on le met en parallèle avec la surface territoriale de l'Union. C'est une surface très dense. Ça aussi, c'est un paramètre qu'on oublie très souvent. Pourquoi j'en parle? Parce que ces deux paramètres font que, et on l'oublie très souvent, l'Union européenne est l'endroit le plus riche du monde par habitant. On l'oublie pourquoi? Parce que dans les statistiques et les analyses, on peut prendre plusieurs références différentes afin de montrer la richesse d'un territoire. Toutefois, voilà, le petit territoire concentré, mais qui est quand même bien peuplé, et évidemment avec l'histoire qu'il a, est le plus riche du monde. Quelle est l'implication de cela? Énormément d'interactions juridiques, sociales et internationales. L'Union européenne est au centre de tous ces cercles concentriques. Ce graphique a l'air chaotique, mais il est exact. En tout cas, tant que nos amis britanniques restent dans l'Union. Apparemment, vous le savez peut-être, ils ont annoncé qu'en mars 2019, ils ne feront pas partie. Reste à voir comment exactement cela va se passer. Mais notre territoire implique beaucoup de litiges qui impliquent des moyens financiers importants et aussi avec des implications sociales importantes. Justement, ces espaces juridiques et ces cercles concentriques doivent être gérés par un texte, comme tout état de droit. Bizarrement, du fait des médias et de la puissance médiatique américaine, on visualise tous ce document qui est la Constitution américaine. Pour l'Union européenne, on a un document beaucoup moins sexy, qui sont ici les traités consolidés, et on va à la ligne Charte des droits fondamentaux. Là encore, c'est ça le compromis entre nos États membres. Pourquoi c'est moins sexy? Parce que nos textes ne consistent pas en quelques pages qui ont plus de 200 ans d'histoire. Il s'agit de plusieurs traités successifs. C'est pour ça qu'on parle de traités consolidés. Nos étudiants souvent l'oublient. Évidemment que c'est très difficile, y compris pour un spécialiste, de, premièrement, rester up-to-date avec les différentes modifications, mais aussi faire passer le message que tout cela reste quand même un texte à valeur constitutionnelle, ainsi que la Cour elle-même l'a dit, depuis très longtemps, c'est pas récent. Et justement, en tant que texte constitutionnel, il organise un ordre juridique constitutionnel qui est tout à fait typique à celui d'un État tout à fait classique. Là encore, ce que je dis est politiquement incorrect, ça ne lie que moi-même, mais c'est toutefois l'analyse que je souhaite vraiment partager avec vous pour mettre les choses en perspective. Donc, la Cour dont on parle aujourd'hui est évidemment le pouvoir judiciaire de l'État fédéral / Union européenne. Le pouvoir exécutif, c'est la Commission européenne, et le pouvoir législatif est tout à fait classique, malgré le fait que souvent les médias essaient de le présenter comme quelque chose d'incroyablement complexe. C'est un pouvoir bicaméral, avec une chambre indirectement élue, qui est le Conseil, et qui a évidemment une légitimité démocratique, puisque c'est les gouvernements directement élus au niveau national, et par la suite, le Parlement européen, qui lui a une légitimité démocratique directe. Donc, est-ce que ce système est complexe? Bien sûr. Est-ce qu'a priori, il n'est pas démocratique? C'est juste faux. Est-ce qu'il y a des problèmes dans le fonctionnement démocratique de l'Union? Bien évidemment, comme certains constitutionnalistes pourraient en définir dans le cadre proprement français. Donc, le manque de légitimité de l'Union et de sa structure est vraiment quelque chose de très discutable et qui mériterait vraiment une conférence à part entière. Revenons au rôle de la Cour. Le rôle de la Cour, donc,
Ça, c'est juste pour faire le parallélisme avec comment est structurée la Constitution américaine. C'est exactement le même schéma. Pouvoir législatif de chambre, le Sénat, indirectement élu, et le House of Representatives, directement élu. L'exécutif, qui est le président, ce n'est pas la commission, mais qui a aussi son gouvernement, qui pourrait correspondre à nos commissaires, et le pouvoir judiciaire, qui est la Cour suprême. Parallélisme entre la Cour suprême et la Cour de justice de l'Union européenne. Là encore, du fait de la présence médiatique américaine, nous et nos étudiants sont largement habitués à ce qui est et ce que fait la Cour suprême américaine. Petit indice, évidemment, le terme suprême est complètement tabou au niveau de l'Union, parce que la Cour ne se considère justement pas suprême, parce qu'elle est en coopération directe avec des juges nationaux qui sont ses pairs, et qu'elle est là pour éclairer et aider à mettre en œuvre le droit de l'Union. Toutefois, il est important de vous transmettre le fait que la Cour et la Cour suprême américaine, tous les 2 ans, se rencontrent officiellement. La Cour, avec une grande représentation de juges et d'avocats généraux, était officiellement reçue pendant plusieurs jours à Washington, D.C. Au début de cette année. Moi-même, je faisais partie d'un groupe de référendaires qui avant était reçu officiellement à la Cour suprême américaine il y a 2 ans. De la même façon, je faisais partie d'un groupe de référendaires qui a officiellement visité les juridictions suprêmes italiennes il y a 2 semaines. Donc, cela paraît bizarre, mais oui, la Cour de justice de l'Union européenne est légale, en tout cas en ce qui concerne la structure constitutionnelle, à la Cour suprême américaine. Et c'est vraiment très difficile à comprendre, mis à part l'analyse médiatique, pour quelles raisons nos citoyens ne le savent pas. Comment est composée la Cour? Vous le savez, mais petit rappel avec certains éclairages intéressants. Les traités disent, en ce qui concerne la Cour, et pendant notre conférence, quand je me réfère à la Cour, ainsi qu'on le fait en interne, la Cour ne vise que la juridiction suprême. Ça exclut le tribunal. Quand on se réfère également au tribunal, on dit vraiment le nom de l'institution qui est Cour de justice de l'Union européenne. 28 juges, 1 par État membre. Comme vous le savez, maintenant, cela distingue vraiment la Cour par rapport au tribunal, qui, à terme, aura une composition avec 2 membres par État membre. La Cour travaille en chambre. Évidemment, tout arrêt est réputé comme étant un arrêt de la Cour et juridiquement, il a la même valeur. Mais, en tant que spécialiste, je vous incite systématiquement à jeter un coup d'œil, vu que la Cour maintenant le fait de façon transparente, quelle formation de la Cour a rendu l'arrêt. Ainsi, vous le savez peut-être, il y a en moyenne une formation plénière par an. Elle porte le plus souvent sur des avis. L'avis le plus connu récemment était celui sur l'adhésion de la CEDH à la CEDH, avis pour lequel la Cour était négative. Pour différentes raisons, on peut revenir lors des questions-réponses. La Grande Chambre siège avec un rythme d'une affaire par semaine. Donc il faut garder en tête qu'il y a une 50aine d'affaires de Grande Chambre. Il s'agit d'affaires évidemment de principe qui établissent vraiment une jurisprudence qui sera suivie par le reste de la Cour. Siège à la Grande Chambre 15 juges. La formation change pour chaque affaire. Il y a un ordre protocolaire qui est assez strict et assez complexe à suivre. Cela dit, la formation habituelle est une chambre à 5. Comme vous le voyez, plus de 300 affaires par an sont décidées en chambre à 5, ce qui implique que c'est une affaire qui a une importance, mais pour laquelle il y a déjà un cadre jurisprudentiel relativement établi. Enfin, on a les chambres à 3, dont la tendance veut qu'on arrive autour de 200 affaires par an attribuées à celle-ci. Pourquoi il y a cette tendance à attribuer plus d'affaires aux chambres à 3? Tout simplement parce qu'après 60 ans, il y a de la jurisprudence quasiment dans tous les domaines.
Donc, il y a de très nombreux indices sur ce que devrait faire la Cour pour répondre à une question préjudicielle ou trancher une question de pourvoi. L'autre paramètre est le fait que les juges nationaux, étant maintenant plus connaisseurs du système de la Cour, nous envoient des questions beaucoup plus ciblées et proches des faits. Ce qui fait que si la question est un peu trop factuelle, ça nécessite moins de grands débats entre les juges. Et aussi, ça implique que la Cour adopte une position qui est moins de principe, ce qui du coup rend moins risqué, disons pour le dire simplement, un arrêt à 3. À côté des juges, il y a 11 avocats généraux. Ce qui n'est pas très connu, c'est que 6 sont nommés par les grands États membres. Grands États membres, évidemment, ça se réfère à leur population et pas à d'autres caractéristiques. La Pologne est le 6e. Beaucoup de gens ne l'ont pas réalisé. Évidemment, se pose la question, qu'est-ce qui va se passer avec le poste de la Grande-Bretagne, donc du Royaume-Uni? A priori, comme c'est un critère de population qui a défini qui sont les États membres qui ont un poste permanent d'avocat général, ce poste sera amené à disparaître et il reviendra aux autres États membres qui vont le récupérer avec le système justement de rotation. Donc, la rotation des 5 actuels autres postes est alphabétique. Mais ce qu'il faut toujours se rappeler, c'est que au sein de l'Union européenne, que ce soit pour la présidence du Conseil ou pour ces différents types de rotations qu'il peut y avoir dans les différentes institutions, c'est la dénomination alphabétique dans la langue de l'État membre. Voilà. Ce qui, évidemment, donne des résultats très, très spécifiques. Par exemple, les initiales de la Grèce, c'est EL, de Hellas. Voilà. C'était l'accord initial des États membres, ceci a été maintenu. En tout cas, voilà, la France a un avocat général permanent, on reviendra dessus, qui évidemment est toujours très apprécié. Donc, comme vous le savez, les avocats généraux présentent des conclusions indépendantes. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Les avocats généraux ne délibèrent pas avec les autres juges. Ils ne discutent formellement pas avec eux sur ce qu'ils veulent proposer comme solution, ou même quelles questions souhaitent-ils traiter au sein de leurs conclusions. Et ça, c'est très important pour comprendre pourquoi certains avocats généraux font un choix de conclusions qui, premièrement, peuvent physiquement ne pas ressembler à un arrêt, deuxièmement, ne pas traiter certaines questions qui se posent dans l'affaire, et troisièmement, pourquoi les styles des avocats généraux peuvent varier tellement. Certains souhaitent être très didactiques, d'autres souhaitent être vraiment très innovants, en parlant très peu de la jurisprudence existante et juste en donnant leur approche de comment le droit de l'Union devrait fonctionner dans tel ou tel domaine. Évidemment que ces positions ne lient pas la Cour, toutefois, vous le savez, statistiquement, la Cour suit assez largement les avocats généraux, en tout cas en ce qui concerne la solution. Il y a beaucoup plus de nuances en ce qui concerne la motivation. Et en tant que chercheur, je vous invite à peut-être jeter un coup d'œil plus proche sur les nuances qu'il peut y avoir justement entre le raisonnement de certaines conclusions et le raisonnement finalement retenu par la Cour. Ça peut illustrer justement certains débats qui ont lieu au sein de l'institution. Souvent, les Américains considèrent que les conclusions qui sont justement quelquefois assez innovantes ou évidemment quelquefois non suivies par la Cour, qu'elles font fonction d'opinions dissidentes. Simplement, il faut garder en tête qu'une opinion dissidente aux États-Unis est quand même rédigée une fois que la Cour a adopté son arrêt. Ici, l'avocat général conclut toujours minimum 2 mois avant l'existence même d'un projet de motif, comme on l'appelle, donc un projet de futur arrêt de la part du juge rapporteur. Donc,
ce n'est pas dissident, ça ne peut pas être dissident tout simplement parce qu'il est adopté avant. Il n'y a pas d'opposition de principe de la Cour pour le moment dans l'affaire. Mais évidemment qu'ils peuvent servir, en tout cas pour la doctrine, comme contrepoids, comme base de critique, comme en tout cas vraiment une voie d'une solution différente dans certaines affaires. Et aussi notamment dans les questions théoriques et de définition de concepts. Alors, la grande salle d'audience à la Cour, c'est là où siège la grande chambre. Elle est assez impressionnante, très vaste. C'est là aussi qu'ont lieu les cérémonies protocolaires, où les juges prêtent serment, ou encore, et c'est la nouvelle pratique de l'Union, où les commissaires ou juges de la Cour de compte récemment prêtent serment devant la Cour de justice de l'Union européenne, encore une caractéristique, évidemment, de Cour suprême. Là encore, c'est vraiment très particulier, alors qu'il y a eu un tel changement dans le fonctionnement démocratique de l'Union lors des dernières élections européennes, que nos médias n'ont largement pas suivi ce qui s'est passé. Pourquoi ? Parce que, évidemment, que la constitutionnalisation est déjà là dans des termes juridiques, mais là, c'était vraiment dans le terme de symbole que cette constitutionnalisation a eu lieu. Donc, non seulement la Commission est responsable devant le Parlement européen, mais elle prête aussi serment de respecter les traités. Donc, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Malheureusement, évidemment, si nos citoyens ne sont pas conscients de ce processus démocratique qui vraiment est assez balbutiement, mais n'empêche qu'il est présent, on a un problème. C'est pour ça que je vous incite, chacun dans votre rôle, de parler de cela, même si quelquefois, voilà, ça n'a pas trop d'implications juridiques et c'est difficile de connecter ça à vraiment une leçon en particulier, mais ça reste quand même important pour comprendre pourquoi le droit de l'Union peut arriver aujourd'hui à légiférer dans des domaines d'un détail incroyable. Comment sont choisis ces juges et avocats généraux ? Le traité de Lisbonne a institué la procédure de l'article 255. Donc, c'est un panel de juges, anciens juges de la Cour et juges nationaux, qui est composé sur proposition de la Cour et approbation du Conseil, qui fait passer des entretiens avec les juges proposés par les États membres. Juste pour vous dire, là encore, c'est étonnant que nos médias ne suivent pas, ce comité, comme vous le voyez, rejette 10% des candidatures. En 2016, 5 juges proposés par des États membres, avec tous des profils incroyables quand même, il faut garder ça en tête, profils de juristes, ont été rejetés, ont reçu des avis défavorables de la part du comité. Les raisons sont variées, elles ne sont pas publiques, les candidats évidemment savent comment s'est passé cet entretien, mais il est clair que le comité 255 recherche un réel intérêt de la part des candidats pour le droit de l'Union européenne. Après, évidemment, chaque État membre reste libre de proposer qui il veut selon ses procédures internes. Mais il faut garder en tête que c'est un accord commun des États membres qui nomme les juges. Ce qui veut dire que, en substance, les États membres, et indirectement le Conseil, pourraient passer outre à l'avis du comité 255, ils n'ont jamais osé le faire. Donc, là encore, un garde-fou juridique, une amélioration dans le fonctionnement des institutions de l'Union, qu'il faut souligner parce que ce n'est pas suffisamment connu. La composition actuelle de la Cour, ce n'est pas très important, mais c'était juste pour vous montrer leur toge et aussi certaines personnalités qui sont ici. Ici, nous avons le juge français, le juge Bonichot. Ici, nous avons l'avocat général Bott, tous les deux des membres très appréciés et qui vraiment donnent une très belle représentation de la culture juridique française au sein de l'institution. Mais de façon un peu plus intéressante, ici on a le président Lennart et le vice-président Tizzano. Ici, nous avons l'avocat général Sharpston et ici
le Judge Vida, les deux membres britanniques. Et justement, j'en parle parce que se pose la question de qu'est-ce qui va se passer avec les membres britanniques. Donc, ce qu'on peut partager pour le moment, même si on n'est pas sûr de l'avenir exact et des accords de sortie qui seront éventuellement conclus avec le Royaume-Uni, c'est que un des membres britanniques s'est publiquement exprimé dans les médias britanniques et a premièrement confirmé que les membres comptent rester jusqu'à la sortie effective. Donc, on aura des membres britanniques jusqu'en mars 2019. La question s'était posée lorsque, suite au Brexit, un des commissaires britanniques avait démissionné. Deuxièmement, ils ont quand même rappelé que les traités ne considèrent pas que le membre représente son État membre. Une fois que le membre est nommé, il est juge de l'Union européenne. Et il n'a certainement pas dans ses fonctions le fait de représenter un État membre. Donc, la question du sort exact des membres, disons, importants britanniques au sein des institutions reste ouverte et sera certainement un des objets très concrets des discussions sur le Brexit. Pourquoi? Parce que différents mandats finissent bien après le Brexit. Donc, pourrait se poser la question que ces membres continuent leur travail jusqu'à la fin de leur mandat. Évidemment, c'est une question politiquement très sensible. Juridiquement, l'interprétation est tout à fait possible. Donc, voilà, c'était juste pour évoquer cette question qui a aussi été discutée évidemment au sein de la Cour. Comment sont composés les cabinets? Une question souvent pas très discutée. Donc ici, nous avons mon juge. Cela a été tout au début de notre cabinet en 2013. Donc c'est le juge croate Rodin qui est professeur, cher Jean Monnet. C'est lui qui a écrit tous les ouvrages en droit de l'Union européenne et qui a introduit le droit de l'Union en Croatie. Du coup, il a un certain poids dans le milieu des nouveaux États membres. Et il est aussi de culture juridique américaine. Il a fait ses études et doctorats aux États-Unis où il continue d'enseigner en partie. Donc c'est vraiment très intéressant comme personnalité pour travailler avec et échanger avec. Quelqu'un de très stimulant. Alors, chaque juge, il a en substance 4 référendaires. Un qui est considéré junior, mais dans notre cabinet, il fait un travail tout à fait similaire à celui des autres référendaires. Et 2 assistantes. Pourquoi chaque juge a 4 référendaires? En substance, pour avancer sur 4 affaires en même temps. Évidemment que les référendaires suivent les positions de leur juge dans chacune des affaires, mais on est aussi libre dans notre plume, c'est-à-dire on est seul devant notre clavier, devant notre écran lorsqu'on écrit. Évidemment, vous le savez, la jurisprudence de la Cour est caractérisée par le fait de faire référence à des arrêts précédents, même s'il n'y a pas de règle de précédent. Du coup, évidemment qu'il y a une structure et des contraintes très concrètes sur la façon dont on travaille. Toutefois, voilà, il y a une grande responsabilité et c'est la raison pour laquelle chaque juge est libre dans le choix de son équipe. On pourra évidemment revenir de façon plus détaillée avec vos questions sur ce qu'on fait exactement. Alors, les étapes procédurales d'une affaire. C'est très important, pas suffisamment enseigné, donc je pense que c'est important pour vous de retenir certaines des étapes. Comme vous le savez, on va le voir pour finir avec quelques petites statistiques, la Cour travaille à plus de 60% avec ce qu'on appelle des DDP, des demandes de décision préjudicielle. Donc c'est des demandes venant des juges nationaux. Évidemment que par ailleurs, il y a certains recours directs et certains pourvois venant du tribunal. Mais ce n'est pas ce qui caractérise notre quotidien. Lorsque ce premier document arrive au niveau du greffe, il y a déjà, en ce qui concerne les demandes de décision préjudicielle, un pré-examen qui est effectué. Le pré-examen consiste
à vérifier la question de la recevabilité. Ça peut concerner, est-ce que l'instance qui nous envoie la question est une juridiction au sens de traité, mais évidemment, suite à Lisbonne, cela peut soulever des questions beaucoup plus complexes qui vont finir par mériter la grande chambre sur est-ce que cette personne ou cette association peut introduire un recours. Donc, dès le début, la Cour se consacre à examiner justement les mérites du premier document. Par la suite, le président, et c'est le président lui-même, il désigne un juge rapporteur. Le juge rapporteur siège par période de 3 ans de façon fixe au sein d'une chambre. Donc en choisissant le juge rapporteur, le président choisit aussi quelle est la formation probable si c'est une affaire qui mérite une chambre à 5 ou une chambre à 3. Ainsi, le juge Roding, il est attaché à la première chambre. Et donc, on sait déjà que si c'est une affaire, disons, de difficulté normale, qui sont les autres juges qui vont siéger avec nous pour décider l'affaire? Je dis cela par rapport au fait que ça joue certainement un rôle dans l'attribution des affaires. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines chambres qui font quand même un peu plus d'affaires de TVA, d'autres qui font quand même un peu plus d'affaires d'environnement. C'est toujours à la marge puisque l'activité à la Cour est assez équilibrée. N'empêche qu'on pourrait voir des tendances, notamment en matière fiscale, on peut vraiment déterminer quels sont les juges qui sont passionnés par la question. Pourquoi? Parce qu'ils sont souvent désignés juges rapporteurs. Et qui est juge rapporteur est depuis quelques années public dans nos arrêts. C'est vraiment indiqué de façon très claire. Par la suite, le premier avocat général qui est aussi élu, c'est actuellement l'avocat général Wathelet, l'avocat général belge, il désigne qui sera l'avocat général en charge de l'affaire, comme on l'appelle. Donc, qui potentiellement sera amené à conclure. Par la suite, sauf si ce duo de juge-rapporteur et d'avocat général pense qu'il y a un problème manifeste de recevabilité, dans ce cas, on peut arrêter la procédure déjà et procéder à la rédaction d'ordonnance, ça reste exceptionnel. On va inviter les parties via le greffe à soumettre leur observation. Pourquoi parle-t-on d'observation des parties? Parce que dans le cadre des DDP, des demandes de décision préjudicielle, les parties ne sont pas en litige devant la Cour. C'est les parties qui sont en litige devant le juge national qui nous soumettent juste des observations. Donc, de leur part, ce n'est pas une demande et une défense. C'est vraiment des observations sur comment interpréter tel ou tel article du droit de l'Union. Comme vous le savez, les États membres adorent intervenir dans les affaires importantes, c'est pour ça qu'on parle d'intervention. C'est des requérants privilégiés, ils peuvent toujours intervenir, même s'ils ratent les délais pour des observations écrites, ils peuvent toujours venir lors de l'audience. Et par la suite, dans certains cas, la Cour autorise des répliques du plic, notamment lorsque, disons, les documents faisant fonction de défense ont soulevé une problématique qui n'avait pas été initialement évoquée par la première partie qui a soumis un document. La Cour essaie d'éviter les répliques du plic. Pourquoi? Parce que souvent, ça fait des dossiers très lourds et évidemment, comme tout bon juriste, on a tendance, les avocats et nous-mêmes, on a tendance à devenir redondants. C'est-à-dire à essayer de souligner l'importance d'un argument qu'on a déjà évoqué dans notre premier document. Évidemment, à la fin, c'est quelqu'un qui doit passer des heures à lire et décrypter ces documents, voir si les arguments sont exactement les mêmes entre les deux documents de la même partie. Ça implique vraiment une vraie dépense d'énergie, donc la Cour essaie de limiter cela lorsque c'est vraiment nécessaire. La procédure écrite et clôturée doit préparer un rapport préalable. Ce document est très important. Pas tellement en ce qui concerne la solution sur le fond de l'affaire, mais très important pour déterminer
quel est le niveau de formation qui va gérer l'affaire, déterminer s'il faut des conclusions et s'il faut une audience. Donc, 3 choses sont en jeu lors de la rédaction du rapport préalable. Le rapport préalable est vraiment un travail exclusivement entre le juge rapporteur et son référendaire. C'est un document qui vraiment exprime l'avis qui est personnel au juge rapporteur. Donc il y a des juges qui font des rapports qui ressemblent plus ou moins à des arrêts. Ils sont libres de procéder ainsi. Ce rapport, une fois qu'il est prêt, il est d'abord montré à l'avocat général et concrètement au référendaire en charge du côté de l'avocat général. Celui-ci, en gros 1 semaine plus tard, revient vers nous pour nous soumettre leurs observations. Selon les avocats généraux, ça peut varier énormément. Ça peut être des observations formelles, mais aussi des observations sur quel est le niveau de difficulté de l'affaire. C'est relativement rare, mais ça arrive en tout cas chaque semaine sur, disons, la vingtaine d'affaires en moyenne qui passent en réunion générale, c'est-à-dire devant tous les juges et avocats généraux de la Cour. Il peut y avoir un désaccord sur le traitement de l'affaire entre l'avocat général et le juge rapporteur. Et dans ce cas, c'est exprimé par note distincte de la part de l'avocat général qui exprime les raisons pour lesquelles il considère que c'est une affaire qui mérite la grande chambre ou qui devrait bénéficier de conclusions malgré le fait que le juge rapporteur pense que c'est une chambre à 3 sans conclusion et sans audience. Cela arrive et c'est l'objectif de la réunion générale. Donc juste pour dire que toutes les propositions et toutes les situations sont tout à fait légitimes, c'est justement la fonction de cette réunion. Par la suite, l'ARG de la Cour désigne de façon définitive la formation de jugement et la nécessité de conclusion et d'audience. Ce qui est important, c'est de savoir que, et c'est à ça aussi que sert la réunion générale, que ce n'est pas juste l'avocat général en charge de l'affaire qui peut réagir, mais c'est tous les juges et avocats généraux de la réunion générale qui sont habilités à envoyer une note pour la réunion générale soulevant des doutes sur le traitement proposé. C'est rarement sur le fond, mais c'est très souvent lié, c'est-à-dire là où un juge et avocat général peuvent considérer que tel arrêt tranche aussi cette question, un autre juge peut dire non, non, pas du tout. Moi, je vois ça qui me paraît très important à mes yeux et il faudrait retourner en chambre à 5 avec conclusion dans ce type d'affaires. Là aussi, chaque semaine, il y a 2-3 affaires qui, en moyenne, qui peuvent se retrouver en liste A, donc qui sont ouvertement discutées, vraiment autour d'une longue table que vous avez mise sur l'affiche justement de la conférence d'aujourd'hui. Et les juges vraiment, et avocats généraux, les membres, comme on dit, discutent sur quelle serait l'attribution pertinente. Alors, ça, c'est très important pour arrêter à mi-chemin de cette explication procédurale. Comment choisit-on la formation et comment le juge rapporteur et l'avocat général aboutissent justement à formuler leurs propositions? La question principale, c'est est-ce que le problème posé est nouveau? Évidemment, s'il est radicalement nouveau, c'est directement une affaire de grande chambre. Si c'est juste une réelle nuance factuelle ou juridique par rapport à la jurisprudence existante, ça veut normalement dire chambre à 5 avec conclusion. De la même façon, si la question est trop factuelle, comme j'ai pu l'évoquer tout à l'heure, ça sera a priori une chambre à 3. C'est rare, mais ça arrive, lors de la réunion générale, des membres peuvent mettre le doigt sur un éventuel désaccord entre différentes chambres à 5. Honnêtement, dans mon expérience, c'est rarissime. Toutefois, même la doctrine, quelquefois, peut identifier des tendances jurisprudentielles qui sont
en tout cas à la marge divergente. Et c'est ça qu'il faut déterminer, si cette marge peut justifier carrément une grande chambre, ou juste nécessite vraiment des conclusions nouvelles pour déterminer si la nuance entre les deux, disons, courants jurisprudentiels est justifiable aux yeux de l'avocat général ou pas. Enfin, gardez en tête que les États membres restent des requérants privilégiés. Cela arrive toutes les X affaires qu'un État membre dise « je demande la grande chambre ». Souvent, c'est dans des domaines très sensibles pour l'État membre, même si l'État membre n'est pas impliqué dans l'affaire en cause. Voilà. Ainsi, il y a des États membres qui ont un secteur d'assurance qui est très très important dans leur économie et qui du coup vont demander la grande chambre dès qu'il y a une affaire qui porte sur les assurances. Ces États membres peuvent varier, mais je vous prends un exemple qui est, disons, anodin, puisque ce n'est pas très sensible comme domaine. Alors, revenons à notre parcours de l'affaire. Si la réunion générale a décidé, tenue d'une audience, en gros, en moyenne, deux mois plus tard. Comme vous le savez, et c'est très important, et je reviens à ma première diapositive, 24 langues officielles. Chaque partie a le droit de parler dans sa langue maternelle. Les institutions européennes sont obligées de parler dans la langue de procédure, qui est déterminée par le premier document, tout simplement. C'est souvent la langue de la DDP ou la langue de la partie qui a introduit un recours initialement devant le tribunal et par la suite qui monte au niveau de la cour. Pourquoi c'est important ? Si vous êtes amené un jour à plaider vous-même ou à conseiller quelqu'un qui va plaider, répétez-lui, même si évidemment c'est transparent, puisque nos juristes linguistes, traducteurs sont visibles, nos interprètes comme ils s'appellent plus spécifiquement, tout est traduit, pas forcément en français. Certains juges préfèrent, du moment où il y a une traduction du polonais, que ce soit directement fait dans leur langue maternelle plutôt que entendre du polonais, écouter du français dans leur oreillette et traduire dans leur tête, dans leur propre langue. Ce qui veut dire pas de figure de style. Les blagues ou ironies envers les institutions sont très très difficiles à traduire. Et surtout, et ça concerne aussi les Français, malgré le fait que la langue de travail est le français, il faut éviter les structures lourdes et inversées. Pourquoi ? Parce que c'est très difficile pour un interprète en live, malgré leur énorme expérience, alors que vous avez commencé par une négation, après vous voulez conclure sur un résultat positif pour faire une figure de style qui, à l'oral, en français, peut passer très bien. Mais c'est très difficile à faire passer comme message. Et le problème est que c'est pas en ratant le sens exact d'une phrase qu'il y aura une quelconque conséquence, bien évidemment que non. Mais quitte à aller et plaider devant la cour, quitte à faire la meilleure impression possible et de fournir au juge quelque chose de linéaire qui, bien évidemment, doit s'écarter largement des écritures. Pas sur le fond, mais sur la forme. Souvent, vous savez, je préside le European Law Moot Court, souvent des étudiants disent « mais c'est ridicule qu'on nous donne 10 ou 15 minutes ». Je dis « oui, dites ça à la cour, qui donne 10 ou 15 minutes, c'est ça la réalité. Les plaideurs, sauf exception et sauf à le demander de façon motivée, ont 15 minutes. Et cela arrive même dans des affaires d'importance constitutionnelle. Donc la concision, ce n'est pas juste, disons, une contrainte afin que les gens comprennent mieux, c'est vraiment une contrainte physique strictement imposée et surveillée par la Cour et les différents présidents de chambre lors d'une audience. Cela arrive malheureusement trop souvent qu'un président doive interrompre un avocat en leur disant « merci maître, votre temps est écoulé ». Donc il faut garder ça en tête, je vous dis. Tous, vous n'allez pas plaider, mais vous allez probablement à un moment, tôt ou tard, être amené à conseiller un cabinet ou quelqu'un qui sera amené à amener une affaire là-bas. Vraiment essayer d'insister sur cela.
même s'il en est conscient, je vous dis, on n'insiste jamais assez. 2 mois après l'audience, il y a les conclusions de l'avocat général. Les avocats généraux sont libres dans le choix de la langue de conclusion, évidemment qui privilégient les langues pivots qui sont le français, l'anglais et l'allemand. Pourquoi? Tout simplement, il y a plus de personnel de traduction et c'est les langues qui sont le plus largement partagées par tout le personnel de la Cour. Ce qui fait que là où on doit attendre encore quelques semaines pour la traduction française, lorsque c'est une langue pivot, beaucoup de référendaires et de juges peuvent déjà travailler sur la version non officielle avant le prononcé, afin d'avancer le traitement de l'affaire. Et c'est vrai qu'il y a une tendance à accélérer la cadence et le traitement des affaires qui est très positive, et je pense très bien suivie par le personnel de la Cour sous l'impulsion du président Lennart. Et comme vous le savez, les conclusions deviennent publiques lors de la date de prononcé. Donc je vous dis juste que souvent, en interne, ces conclusions ont déjà circulé et le juge rapporteur commence déjà à avoir une idée sur qu'est-ce qu'il va en faire. Et justement, le juge rapporteur doit envoyer 1 semaine après la réception des conclusions dans une langue qu'il comprend, un document à la chambre, à la formation donc de jugement, en disant s'il va suivre ou pas les conclusions. Donc vous le savez, en tout cas par le résultat, la Cour suit souvent ses avocats généraux. Très souvent, ces documents peuvent préciser les nuances de motivation que le juge rapporteur compte apporter. Quelquefois, la Chambre va réagir et demander un tour de table. Qu'est-ce que c'est un tour de table? Oui, il n'y est pas là, vous avez raison. Le tour de table, c'est les juges qui se rencontrent exactement de la formation d'un délibéré, sans l'avocat général, pour discuter sur si on va suivre ou pas les conclusions de l'avocat général. Tous les scénarios sont possibles. Un juge qui veut absolument qu'on suive l'avocat général à la lettre. Un juge qui considère qu'on ne peut pas suivre l'avocat général malgré ce que le juge rapporteur dit. Ou un juge qui est en désaccord sur la nuance de motivation que le juge rapporteur souhaite apporter. Pourquoi il y a un tour de table? Ça reste, disons, l'exception, mais ça arrive. Ce n'est pas quelque chose de radicalement exceptionnel. L'objectif est que le juge rapporteur ne passe pas 6 semaines à rédiger un projet complet sur une base qui va être rejetée par la Chambre. Donc on vérifie déjà, est-ce qu'il y a une majorité pour cette approche? C'est souvent le cas pour les grandes chambres. Avec 15 juges, un juge rapporteur préfère quand même vérifier qu'il y a une dizaine qui vont être d'accord avec la structure générale qui sera proposée. Ce qui n'empêche pas de délibérer très pointilleux, très intenses, et vraiment qui peuvent modifier substantiellement un projet. Mais pas en tout cas sur la solution ou sur la structure générale. Par la suite, ce qu'on appelle un projet de motif est soumis à la cellule des lecteurs d'arrêt. J'accélère. La cellule des lecteurs d'arrêt, c'est des juristes exactement du même niveau que le référendaire qui ont comme objectif d'uniformiser la structure et le vocabulaire utilisé par les arrêts. Donc ils font un très bon travail et évidemment c'est eux qui permettent que tous les arrêts se ressemblent et physiquement et sur le langage utilisé. On reçoit la relecture, puis on envoie ce projet, une fois qu'on a accepté ce qu'on souhaite, à la Chambre pour le délibéré qui normalement aura lieu dans 2 semaines. Pendant ces 2 semaines, on reçoit des notes en délibéré. Donc les autres juges rédigent des documents dans lesquels ils demandent des modifications point par point. Évidemment, point par point ne veut pas dire sur tous les points. Ce que je veux dire, c'est qu'ils se réfèrent à des points très spécifiques de l'arrêt et proposent des allègements, des rédactions alternatives. La veille du délibéré, un projet grisé est envoyé, ce qu'on appelle un projet modifié.
Le jour d'après, les juges délibèrent physiquement, donc les juges seuls sont dans une pièce, donc souvent ils sont 5, et ils discutent sur la base du projet grisé, du projet modifié, si ils acceptent le résultat et la rédaction de cette affaire. Très souvent, il y a encore des modifications. En chambre à 3, en chambre à 5, elles restent ponctuelles. En grande chambre, elles peuvent être substantielles. À la suite du délibéré, le lendemain, on envoie encore un projet d'arrêt, cette fois-ci, grisé. Cette fois-ci, ce qui est en grisé, c'est les modifications qui ont été faites physiquement par les juges lors du délibéré physique. À ce stade, il y a rarement des réactions et donc on procède à l'envoi à la cellule des lecteurs d'arrêt pour une dernière relecture. Par la suite, il y a une phase de traduction qui souvent prend 1 ou 2 mois et le prononcé qui fait que l'arrêt est publié en ligne sur Curio. Caractéristique, et je vais finir justement sur ça, il faut garder en tête, et cela influence et l'attribution et le traitement des affaires, que la Cour a quand même des caractéristiques d'une juridiction fédérale. Par l'article 267, donc les demandes et décisions préjudicielles, elle coopère avec un réseau de juges nationaux qui sont de tout niveau. Vous savez, il n'y a que les juridictions suprêmes qui sont obligées d'envoyer une demande de décision préjudicielle, mais la Cour encourage les juridictions de premier degré à envoyer des questions afin que la question de droit de l'Union soit résolue au niveau au plus proche des citoyens. Par ailleurs, la Cour, même si c'est évidemment minoritaire dans son fonctionnement quotidien, s'occupe aussi des affaires qui concernent la répartition des compétences entre le niveau fédéral, le niveau de l'Union, et le niveau des États membres. Évidemment que cela est une caractéristique fédérale. La subsidiarité est un des mécanismes classiques de tout État fédéral. Là encore, c'est quelque chose qu'on oublie. Pourquoi? Évidemment parce que la construction de l'Union est atypique, très progressive. Évidemment que cela influence l'importance d'une affaire. Une affaire qui finalement concerne l'ordre constitutionnel ira beaucoup plus facilement en grande chambre. Donc, l'autre caractéristique, elle reste quand même une juridiction suprême constitutionnelle. Évidemment, pour les litiges qui concernent les compétences entre les différentes institutions, et on oublie que la Commission c'est l'exécutif et que le Parlement c'est le législatif. On l'oublie trop souvent. La dernière affaire sur, vous le savez peut-être, la répartition des quotas des réfugiés, c'était une affaire constitutionnelle de premier ordre. C'était la question de est-ce que l'interaction entre l'exécutif et le législatif a respecté l'ordre constitutionnel fixé par les traités? La Cour a dit que oui, en grande chambre, mais c'est juste pour vous dire qu'on oublie souvent quel est le qualificatif qui revient vraiment à ces affaires. Évidemment, par ailleurs, la Cour coopère avec les juges nationaux, mais elle le rappelle très souvent, elle a le monopole d'interprétation du droit de l'Union et d'appréciation de la légalité / constitutionnalité. Pourquoi c'est important? Puisque, en définitive, c'est ça qui a motivé l'avis négatif pour l'adhésion à la CEDH. Le cœur de cet avis était le fait que la Cour est la seule qui peut, en définitive, interpréter si quelque chose est compatible avec le droit de l'Union. La charte étant évidemment incluse dans le droit de l'Union. Et le projet d'adhésion ne prévoyait pas assez de sauvegarde par rapport à cela. Et comme la Cour l'a dit, pour que la CEDH puisse être compétente pour dire si quelque chose respecte notre charte, il faut modifier les traités. Voilà. Je dis un dernier mot et j'espère justement provoquer vos questions à ce propos. Quelle est la tendance principale que je remarque les 2 dernières années? La Cour se voit de plus en plus souvent attribuer des affaires d'une importance sociétale, des questions sociales incroyablement sensibles
que les États membres et les juridictions nationales n'osaient jamais auparavant attribuer et envoyer à la Cour. Donc, je commence par la patate chaude, la religion. Vous connaissez tous les deux affaires importantes, donc Ashbita et Bouniaoui, qui concernaient les voiles islamiques. C'est juste les premières. Donc, on a plusieurs patates chaudes. Une sur la Ligue des mosquées et des organisations islamiques d'Antwerp, qui concerne le halal. La même chose concernant l'heure d'assistance aux bêtes d'abattoir. Là, c'est une affaire qui, au niveau national, vient de l'autre côté. C'est des associations qui essaient de protéger les animaux. Dans l'affaire sur les ligues islamiques, c'est justement des organisations islamiques qui considèrent que les contraintes qu'il y a sur le halal sont disproportionnées. Et tout cela va revenir finalement à des questions beaucoup plus plates de sécurité alimentaire, de liberté religieuse. Évidemment, l'Union européenne, avec 60 ans de prolifération juridique, oui, on a des textes dans tous ces domaines. Egelberger concerne justement une autre religion, une personne athée qui n'a pas été engagé dans une association catholique du fait qu'il n'était pas catholique. Et la question se pose, est-ce que on considère que dans une association qui est ouvertement religieuse, la liberté religieuse s'applique en tant que telle? Et évidemment, la question se pose, est-ce que le droit de l'Union intervient dans une sphère tellement privée qui est la gestion d'une association? Il y a plusieurs questions qui sont de tout niveau. Pour le moment, évidemment, on reste à déterminer comment la Cour va traiter cela et évidemment comment l'affaire est formulée devant elle. Souvent, je vous le rappelle, contrainte principale, quand on trouve la Cour elliptique, ça dépend de ce qui est soumis à la Cour. La Cour ne fait pas d'investigation, la Cour n'a pas un système inquisitoire, on n'a que ce que les parties nous fournissent. Donc, certains d'entre nous, notamment au niveau académique, on peut voir d'énormes questions autour d'une affaire, mais si elles n'ont pas été soulevées par le juge national ou les parties, ce n'est pas la Cour qui va le faire d'office, ça c'est certain. Et enfin, une dernière affaire sur les témoins de Jéhovah. Ce n'est pas la première, mais c'est juste pour dire que toutes ces affaires restent quand même très sensibles au sein de la Cour. Autre domaine qui se développe énormément, le droit digital, c'est une expression à moi, mais qui je pense couvre mieux tous les domaines qui sont concernés, puisque ce n'est pas que du big data, ce n'est pas que des réseaux sociaux, c'est vraiment tout ce qui concerne la nouvelle économie digitale. Donc vous connaissez les affaires Uber, mais on a de nouvelles affaires Facebook qui concernent par exemple les recours collectifs en Autriche ou autres, ou encore le traitement des publicités en Allemagne spécifiquement. Par ailleurs, on a une affaire Peugeot Deutschland qui concerne le fait de devoir mettre le niveau de pollution d'une voiture sur une pub qui ne passe que sur YouTube. Ils sont malins, nos producteurs de voitures. Donc pour le moment, j'ai vérifié, sur YouTube, les pubs passent sans aucune information sur le niveau de pollution, de consommation de chaque véhicule, ce qui évidemment est un contournement manifeste de la législation européenne qui n'avait pas prévu YouTube à l'époque. Évidemment, je ne préjuge absolument pas de ce que la Cour va en faire. Je vous donne juste l'aspect factuel de l'affaire. Et évidemment, on continue à avoir plusieurs affaires Google qui concernent que ce soit le niveau de traitement des Google News ou les problèmes publicitaires que cela peut poser. Ça me concerne un peu plus, parce que je sais que vous êtes intéressé par l'environnement et la santé. On a évidemment des affaires sur les OGM, Confédération Paysanne, des affaires sur le glyphosate, l'affaire Blaise, qui viennent d'être lancées. Vous voyez, c'est des grands numéros de l'année 2017. Et évidemment, on a des affaires sur l'orientation sexuelle et notamment la reconnaissance par d'autres États membres des droits découlant de mariage ou union homosexuelle qui évidemment varient selon chaque État membre. Donc des questions très sensibles parce qu'elles sont intrinsèquement liées avec la structure sociale de chacun des États membres. La Cour sera amenée à prendre position sur ce que le droit de l'Union en fait. Donc évidemment, je pourrais vous repasser ces affaires. Cette liste évidemment n'est pas exhaustive. Et bon, les statistiques ne sont pas très importantes. Gardez en tête que voilà, en 2016, on a clôturé
700 affaires avec 450 renvois préjudiciels. C'est pour dire que la Cour consacre la majorité de son temps à aider les juges nationaux. Et elle est vraiment, je peux vous le dire, dans les couloirs, nous sommes, et nous en tant que petits référendaires, et les membres sont vraiment très fiers de faire cela. Et évidemment, on a tous en tête Solang et d'autres rarissimes affaires de désaccord entre l'ordre juridique de l'Union et les ordres juridiques nationaux. La majorité de notre temps est dans un esprit de coopération absolue. Et justement, afin de faire fonctionner ce que le législateur de l'Union a décidé, ce qui évidemment dépasse la volonté des juges. Gardez en tête, comme mon juge précédent disait, et je trouve que c'est vraiment une belle expression, il disait, il répétait chaque fois qu'on avait un délibéré intense que, bon, on s'est échangé quelques coups de papier et quelques coups de coude, mais avant ça aurait été des boulets de canon. Donc il faut garder ça en tête, que évidemment qu'il y a des arrêts qui peuvent paraître imparfaits, mais ils sont le résultat d'un compromis très constructif au sein de la Cour et des formations justement restreintes de la Cour, dans lesquelles les juges de différentes cultures juridiques échangent de la façon la plus riche et intense possible. Gardez en tête que très peu de juges ont des référendaires qui sont de la même nationalité. Ils en ont tous un ou deux, mais les autres sont d'autres États membres. Ce qui évidemment apporte une richesse incroyable. Voilà. Donc merci encore de votre attention et j'attends vos questions. N'hésitez pas à être politiquement incorrect, je serai ravi de vous répondre. Voilà. Merci beaucoup.